Chers collègues, je vous propose de prendre place. Est-ce que Romuald en est bon? Je vous propose de prendre place pour démarrer le conseil municipal. Salut Sophie. D'une part parce qu'il fait chaud, d'autre part parce qu'il y a France Irak tout à l'heure. 23h, bah oui, mais ne prenons aucun risque. Allez, merci de vous asseoir. Je procède à l'appel. Hop, je procède à l'appel. Tac. Cathy Nicolaou-Verdenay. Présente. Jean-François Jacquemin. Présent. Céline Goudier-Posva. Philippe Larue. Morgane Bouchard. Annabelle Renou. Patrice Malfondet. Marie-Françoise Strasberg. Vincent Vautrin. Monique Gatier. Donc Gauthier Jiménez est excusé à donner pouvoir à Annabelle Renou. Corinne Boutière. Alain Dichand. Anaïs Pelu. Métine Albera qui est encore souffrant et m'a donné pouvoir. Marie-Ève Cortet. Alain Durand. Liliane Mougin-Peduzzi. Jean-Louis Guillon. Francette Gibels. Patrick Cailleux. Isabelle Marin. Jean-Louis Cormier est lui aussi souffrant. On lui souhaite un prompt rétablissement. Il a donné pouvoir à Jean-François Jacquemin. Sandrine Gassier. Virginie Turpin. Emeric Da Silva Reis. Laurence Galland. Jean-Marc Adam de Villiers. Elisabeth Bertrand. Sophie Drouin. Frédéric Brochot. Doit arriver. Et Karine Beaufils m'a dit qu'elle t'avait donné pouvoir. Ok, il faudrait l'envoyer à Damien. Karine Beaufils donc a donné pouvoir à Sophie Drouin. Merci, je vous fais passer la liste d'émargement. En introduction, avant de commencer, je vous indique que nous avons reçu la constitution d'un groupe Rassemblement National présidé par Jean-Marc Adam de Villiers. Nous avons reçu 2 questions orales en vertu du règlement intérieur donc, qui ont été notées et qui seront programmées en points questions diverses à l'issue du conseil municipal. Et puis, nous avons été informés aussi, et nous la félicitons, de la nomination de Karine Beaufils à des fonctions importantes au niveau de l'administration départementale et qu'elle nous ferait parvenir son courrier de démission pour le prochain conseil municipal. Et donc, on lui souhaite une bonne prise de poste et nous installerons donc un nouveau conseiller municipal au prochain conseil qui aura lieu en septembre, le 28 septembre a priori. N'hésitez pas à noter déjà dans vos agendas 28 septembre à 18h30. 18h30. Merci. Alors, je propose de désigner Morgane Bouchard, secrétaire de séance. S'il n'y a pas d'opposition, d'abstention, je vous remercie. Nous commençons avec l'approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 27 avril 2026. Est-ce qu'il y a des remarques? Vous a été transmis par mail. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Les comptes rendus des actes accomplis, je peux en faire une lecture exhaustive ou bien vous demander si vous avez des questions. Sophie Drouin.
Alors, signalez-vous parce qu'en fait, vous êtes à contre-jour, donc n'hésitez pas à bien lever la main parce que je ne vois pas forcément. Est-ce qu'on peut allumer la lumière peut-être ou c'est pour des questions de chaleur? Ça risque d'amener plus de chaleur, ok, d'accord. Bon, on va laisser comme ça. Est-ce qu'on voit la caméra? On voit la caméra, donc on va essayer de laisser comme ça, mais manifestez-vous bien pour que l'on vous voit. Sophie Drouin. Voilà, merci. Monsieur le maire, chers collègues, pour le rapport numéro 2, effectivement, notre groupe a une question, enfin même plusieurs. J'ai parcouru effectivement tous les points, toutes les décisions. Il y en a quelques-unes sur lesquelles j'ai des interrogations, notamment la décision 067 pour l'entreprise Eurovia, qui a donc une augmentation globale de 25 000 euros sur cette décision. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Merci. C'est un avenant sur un marché global de 293 000 euros hors taxe. Rue de Paris, c'était de la réfection de voirie, allée de la Liberté, c'est du stationnement. Marion, sur ce, ou Jean-François ou Marion, vous êtes là, sur cet avenant numéro 1 au marché avec Eurovia. Oui, alors c'est un ajustement des quantités qui ont été faits dans les travaux de la rue de Paris pour accompagner les travaux du département. Initialement, nous, on n'avait pas prévu de reprendre, enfin, le département n'avait pas prévu de reprendre les stationnements de la rue de Paris. Donc, en fait, on a rajouté les quantités pour que la rue soit refaite en entier. Okay. C'est une modification donc, du périmètre puisque le département, mais c'est un marché global, le département fait la couche de roulement et la ville fait trottoir et stationnement, c'est ça? Rue de Paris et allée de la Liberté. Oui, c'est ça. Et l'allée de la Liberté, c'est une modification de projet suite à la demande des habitants, parce qu'on avait prévu quelque chose Je vous entends pas bien, pardon. Pardon. Oui, l'allée de la Liberté, c'est une modification de projet suite à une concertation avec les habitants. Parce qu'on avait prévu des trottoirs, on avait prévu de faire des espaces verts sur les trottoirs et ça leur posait problème parce qu'on enlevait des places de stationnement. Donc en fait, on a fait une réunion de concertation avec les riverains. On a gardé un côté où on a fait l'aménagement paysager qu'on avait prévu au départ parce qu'il convenait à un certain nombre de riverains. Et de l'autre côté, on a remis des places de stationnement en evergreen, donc désimperméabilisation des sols, et on a rajouté des arbres. Ok, voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci, les travaux sont d'ailleurs terminés et je crois qu'il restait une barrière à enlever qui a été enlevée depuis que je l'ai signalée. Merci. Ça c'était la 067 du 13 avril. Oui, après j'ai une question sur la décision 076. Alors là c'est une question, vous avez peut-être déjà dit, je ne l'ai peut-être pas entendu. En fait c'est l'occupation d'un espace snacking à l'Éduin. Je pensais que l'Éduin, c'était conseil communautaire. Donc, comment ça se fait qu'il y a une décision sur du municipal? Alors, l'événement, donc l'Éduin est bien un espace communautaire, mais c'est pour la patinoire. Oui, absolument. Absolument, je peux prendre le relais là-dessus. L'événement donc de la patinoire est porté par la ville d'Autun. C'est donc la ville d'Autun qui passe les appels à manifestation d'intérêt pour les animations, par exemple, ou encore cet espace snacking. D'accord, donc en fait on a loué l'Éduin et c'est nous qui autorisons... Alors on a une convention de partenariat, donc nous ne louons pas l'Éduin, c'est en bonne intelligence avec la communauté de communes avec laquelle nous sommes partenaires sur l'événement, mais tout le reste appartient, toute l'organisation appartient à la ville. Ok, parfait, merci beaucoup. Après j'avais également une question sur la décision 086. Où là, effectivement, il y a eu plusieurs modifications. On en est à la 5e. Ça concerne l'entreprise Jobard. Et donc là, on a quand même, depuis les 5 modifications, on est passé à, si je ne m'abuse, 50 000 euros de plus. Et donc, c'est quand même 30% d'augmentation par rapport au marché initial. Et je trouvais que ça faisait quand même une très, très forte augmentation. On part à, je ne sais plus, attendez, excusez-moi, on part à 150 000, on arrive à 203 000. Il faut espérer qu'il n'y en ait pas encore une 6e, 7e, 8e, parce qu'à ce rythme-là, ça va coûter cher.
Alors, sur Jobard, elle intervient, je crois, avec Sur CBM l'amiante. en sous-traitance sur le marché du panoptique, les TP2, travaux préliminaires, et donc il y a eu des découvertes d'amiante. Est-ce C'est que vous ça. pouvez nous en dire plus? Donc c'est sur le chantier du panoptique, effectivement, il y a eu des découvertes de réseaux d'amiante au fur et à mesure que les archéologues sont descendus. Et du coup, il a fallu effectivement faire appel à l'entreprise de désamiantage pour régler ces aléas de chantier. D'accord. Donc en fait, c'est pas l'entreprise Jobard qui effectivement a augmenté ses tarifs, c'est plutôt ils ont été obligés de prendre un sous-traitant qui du coup a coûté plus cher. Voilà. Non, c'est Non, Jobard qui c'est pas fait. ça. Jobard, ils font le désamiantage eux-mêmes. C'est une entreprise D'accord. de désamiantage qu'on a sollicité suite à des découvertes de fibrociment. De réseaux en fibrociment. D'accord. Qui n'étaient pas répertoriés sur les plans du départ, en fait. Ok. Et là, les travaux sont terminés. Les travaux de désamiantage, oui. Donc ça veut dire que normalement, on n'aura plus de modifications de ce Alors, type avec je cette Ça, c'était au entreprise. 27 avril. Je regarde juste si c'est bien la dernière, parce qu'on en a découvert une modification 5. Il faut que je regarde mon dossier. Oui, c'est juste. Enfin, je vous demande pas la Regardez, réponse vous tout de regardez. suite. C'est juste qu'on puisse Voilà. provisionner. Si jamais effectivement les travaux devaient continuer, si on s'aperçoit qu'il y a du désamiantage, est-ce qu'on l'a provisionné dans le budget 2026 par mesure de sécurité? Oui, dans les aléas de chantier qui sont. Dans les aléas de chantier. Ça dépend des tranches, mais. Mais je me demande si c'était pas 30 000 euros d'aléas de chantier. On l'a vu au dernier conseil de tête. Sur les TP2. Est-ce que... Vous regardez voir, Marion, si on est bien sur le modification 5, et bien le dernier de avenant au marché de Jobard, entreprise de Côte d'Or qui fait du désamiantage, qui travaille régulièrement sur le territoire. Et le dernier avenant était effectivement de 4 600 € sur cette découverte d'amiante. On va regarder s'il n'y a pas de modification 6, parce que ça, c'était une décision du 27 avril 26. Oui. Et donc, Et c'est ce que je disais, c'est surtout que ça, du coup, ça nous fait augmenter le coût juste pour ce marché-là de plus de 30%. Donc c'est quand même pas mais c'est vrai anecdotique. que les détections de réseau sont toujours une difficulté dans les chantiers. Il y a des demandes qui sont faites via des DT, DICT pour savoir où sont les réseaux, mais on trouve notamment à Autun des réseaux, y compris des réseaux relativement récents qui ne sont pas répertoriés. Et quand ces réseaux sont en amiante, ça coûte assez cher. Vous verrez dans le budget, dans la DM, qu'on a également de la détection d'amiante. Je ne sais pas si le marché n'a pas dû être passé, mais c'est peut-être Jobard qui le fera, ou un autre. Il y a une entreprise autunoise maintenant qui fait de l'amiante aussi, une entreprise en 4 lettres, SDHD, qui, pour de la détection d'amiante dans les routes, parce que dans certains cas, quand on fait des routes, il y a de l'amiante aussi dans le revêtement. Voilà. Donc on va regarder si on n'a pas d'avenant numéro 6 à ce marché de Jobard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai Sophie pas. Drouin. Non, merci beaucoup, c'est bon. Merci. Donc on va vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en prendre... hop, j'ai tourné les feuilles. D'en prendre acte. Et nous passons au point numéro 3. C'est la fixation du nombre de représentants au sein de la Commission locale d'évaluation de transfert de charges. La CLECT a 24 représentants. Il est proposé au conseil municipal de désigner les 24 conseillers communautaires comme étant les 24 représentants de la commune au sein de la CLECT. Est-ce qu'il y a sur ce point des questions? Je crois que ça correspond au retour qu'on a eu des différents groupes. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote pour que l'ensemble des délégués communautaires soient membres de la CLECT. S'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Et donc les 24 délégués communautaires seront convoqués régulièrement pour s'exprimer sur la commission locale du transfert de charges. Marion Fonck revient vers nous. Oui, du coup, la décision correspond bien à la dernière modification du marché de Jobard. Et le marché est terminé puisque, a priori, on a enlevé tous les réseaux fibrociment. Merci. Le point numéro 4, c'est encore moi, en l'absence de Gauthier. On vote pas le numéro 3? J'ai pas fait voter le numéro 3.
Je crois que j'ai fait voter. C'est pour proposer que l'ensemble des membres du conseil municipal qui sont conseillers communautaires soient membres de la CLECT. Voilà. Les 24 membres du conseil communautaire soient désignés comme membres de la CLECT. C'est bon? Donc, s'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, on part sur cette composition. Merci. Sur la désignation des membres de la commission des musées, vous savez que c'est une convention délibérée par le conseil municipal le 7 mai 1954 avec un PV de la société Duenne de 1955 et que nous avons remis au goût du jour, ou en tout cas rendu vivante en 2019, pardon. En 2019 avec la création de cette commission des musées qui avait été prévue auparavant mais qui n'avait jamais été constituée. Et donc, conformément à cette convention, nous l'avons constituée 10 membres, elle est paritaire, et 2 membres de droit, le président de la Société Éduenne et le directeur des musées et du patrimoine. Et les autres membres qui doivent être désignés par le conseil municipal en vertu de cette convention. Donc, c'est le maire qui n'est pas forcément membre de droit au titre de cette convention de 1954, l'adjoint à la culture, le directeur général des services et la conservatrice adjointe, c'est-à-dire la directrice adjointe des musées du patrimoine. J'ai vu Agathe Legros qui est arrivée, je crois, tout à l'heure, et qui était la désignation précédente, mais il faut la renouveler à chaque renouvellement du conseil municipal. C'est une commission qui était vue, puisque 1954, c'était la date de finalement legs du bâtiment pour la construction et pour l'aménagement du musée Rollin, et elle a été remise au goût du jour pour suivre notamment la mission et la place, y compris la place physique de la société Éduenne, qui est, vous le savez, dans ce cas, joue le rôle de société des amis du musée dans le projet de réaménagement du musée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sophie Drouin. Oui, monsieur le maire, est-ce qu'il y a possibilité ou pas de revoir la gouvernance de cette commission? Est-ce que cette commission va gérer aussi tout le volet macro des travaux du futur panoptique? Et auquel cas, est-ce que c'est possible d'avoir des membres de l'opposition qui soient intégrés à cette commission? Alors, j'ai vu Agathe Legros arriver. Elle va se rapprocher. Je vais lui donner la parole dans quelques instants. Mais cette commission est consultative, n'a pas compétence sur les travaux. Elle est principalement, je pense que c'était son idée à l'origine et ça devient pertinent maintenant, là pour s'assurer, notamment côté Société Éduenne, que la ville qui a eu en contrepartie du don du bâtiment l'obligation ad vitam aeternam, comme c'est le cas pour la Société d'histoire naturelle d'Autun, de loger, d'héberger à titre gracieux la Société Éduenne, que celle-ci puisse trouver sa place dans les projets de réaménagement. D'autre part, c'est aussi la question de comment les amis du musée peuvent contribuer, et donc la Société Éduenne, au rayonnement et au développement du musée, notamment par l'acquisition d'œuvres, on en parlera. Et puis, c'est également l'occasion, puisque une partie des membres sont aussi au conseil scientifique, d'avoir une forme de conseil scientifique restreint du musée. On avait Rémi Chandreau qui siégeait, mais c'était dans la commission qui a retenu le projet, donc c'était la commission d'appel, le jury du concours, mais on pourra faire des points réguliers, donc le jury de concours au départ du projet, et après on peut faire des points réguliers de travaux si vous le souhaitez, comme on l'a fait la dernière fois avec Agathe Legros sur le suivi travaux. Agathe, vous vouliez rajouter quelque chose ? Vous avez dit l'essentiel. Effectivement, c'est une commission qui a été vraiment créée de la volonté de la Société Éduenne dans les années 50, en 1954, parce que la société souhaitait une garantie sur le fait que le musée serait confié notamment à des conservateurs du patrimoine
Ça fait partie vraiment du texte. Et c'est en fait un contrôle scientifique des activités du musée souhaité par la société Eduenne. Concrètement, nous faisons une réunion par an en moyenne. Et c'est d'abord un contrôle scientifique sur la manière dont nous gérons les collections, la programmation du musée. Voilà, c'est d'abord ces sujets-là. Je pourrais tout à fait, si vous le souhaitez, partager avec vous les informations qu'on donne chaque année à la Société Eduenne dans cette commission. Le panoptique, en fait, est vraiment en marge parce que c'est un projet qui a sa propre comitologie, sa propre gouvernance. Donc évidemment, on informe la Société Eduenne de l'avancement du chantier, mais c'est vraiment pas à cette commission-là qu'on prend des décisions sur le panoptique. Merci beaucoup. Merci Agathe. Marie-Françoise, peut-être que tu ne prends pas part à la délibération ? Hein ? Non, voilà. Marie-Françoise ne prend pas part à la délibération. Et donc je vous propose pour les autres collègues de voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc unanimité avec Marie-Françoise Strasberg qui n'a pas pris part au vote. Je vous remercie. Alors, c'est encore moi, mais je ne vais pas faire tout le conseil, rassurez-vous. Le rapport numéro 5, désignation des représentants à la commission consultative des services publics locaux. Alors, nous avons reçu les candidatures. Alors, nous avons reçu les candidatures de Philippe Larue, Jean-François Jacquemin, Patrice Malfondet, Vincent Vautrin, Elisabeth Bertrand en titulaire et en suppléant, il n'y a pas de suppléant. Voilà, il y avait une demande de suppléant, mais il n'y a pas de suppléant dans cette commission des services publics locaux. Donc je répète, les membres de la commission consultative des services publics locaux, nous avons reçu la candidature de Philippe Larue, Jean-François Jacquemin, Patrice Malfondet, Vincent Vautrin, Elisabeth Bertrand. Et nous proposons pour siéger à la commission les représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux suivants. Madame Françoise Bussy-Trombert pour Autun-Morvan Écologie, Monsieur Jean Mailloux pour l'Union fédérale des consommateurs de Saône-et-Loire, Monsieur Ilidio Loureau pour le syndicat Force ouvrière AFOC, Union locale d'Autun, Monsieur Didier Souron pour la coordination des amicales CNL, c'est-à-dire Confédération nationale du logement de l'Autunois. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures que ces 5 personnes-là ? S'il n'y a pas d'autres candidatures, est-ce qu'il y a une demande de vote à bulletin secret par liste ? S'il n'y a pas de demande de vote à bulletin secret par liste, je vous propose donc de désigner Françoise Bussy-Trombert, Jean Mailloux, Ilidio Loureau, Didier Souron pour les organisations représentant les usagers et habitants intéressés aux services publics locaux, et Philippe Larue, Jean-François Jacquemin, Patrice Malfondet, Vincent Vautrin, Elisabeth Bertrand pour les élus municipaux. Je propose de passer au vote, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, donc unanimité, je vous remercie. La commission communale des impôts directs, vous la connaissez, elle est constituée du maire ou d'un adjoint délégué qui préside cette commission, de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants qui doivent être de nationalité française ou européenne, avoir 18 ans, jouir de leurs droits civils, 18 ans au moins, être inscrits au rôle des impôts directs locaux dans la commune et être familiarisés, dit la loi, avec les circonstances locales, posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur départemental des finances publiques, le DDFiP, dans un délai de 2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant. Donc voilà, ça va être fait très très vite. Et la désignation est réalisée à partir d'une liste de contribuables dressée par le conseil municipal en nombre double, c'est-à-dire 32 personnes. Donc comme vous l'avez compris, le DDFiP choisit une personne sur 2 à sa guise parmi la liste qui lui est proposée. L'ordre des personnes indiquées sur la liste n'a qu'une valeur indicative. Il ne préjuge pas des personnes qui sont désignées titulaires ou suppléants par le directeur départemental ou régional des finances publiques, qui a seule compétence dans ce domaine, qui choisira bien qui il veut. Donc nous avons sollicité un certain nombre de candidatures en essayant de respecter une diversité d'habitants, d'élus, d'anciens candidats, y compris d'élus aussi municipaux. Je vous lis la liste des personnes qui seront soumises si vous en êtes d'accord, au directeur départemental des finances publiques. Je ne donnerai pas leur adresse directement, mais vous l'avez dans la délibération.
Mohamed Habiche, Salvatore Andali, Françoise André, Frédéric Brochot, Murat Sévic, Dominique Chabard, Jean-Louis Cormier, Victoire Deganet, Victor Derose, Déborah Deconillou, Christian Dejeu, Gérard Delbury, Alain Dichand, Bénédicte Daudel, Sophie Drouin, Martine Dufresne, Léo Dula, Fanny Garcia, José Granado, Francette Gibels, Agnès Henriot, Frédéric Huébert, Pascal Huez, Christophe Léocade, Guy Michaud, Cathy Nicolao, Anaïs Pelu, Michael Renaud, Marie-Claire Tellier, Béatrice Vincent, Daniel Vogue et Récite Yelsinkaya. Sur cette proposition de liste à transmettre pour la désignation des membres à la commission communale des impôts directs, y a-t-il des questions? Oui, Madame Turpin. Alors, Monsieur le maire et chers collègues, alors nous souhaitons exprimer notre grand étonnement concernant la liste qui nous est aujourd'hui soumise pour la commission communale des impôts directs. Cette commission est certes consultative, participe à la vie démocratique de notre commune, et il est donc légitime que les différentes sensibilités représentées au sein du conseil municipal puissent y être associées. Or, nous constatons que le groupe du Rassemblement national, première force d'opposition municipale, est totalement absente de la liste proposée. En revanche, à la lecture de celle-ci, nous constatons qu'elle présente des membres de la majorité municipale, des représentants de l'opposition minoritaire, mais également des personnes ayant figuré sur d'autres listes lors des élections municipales, sans être aujourd'hui représentées au sein de cette Assemblée. Cette exclusion nous interroge fortement. Elle est ciblée et ne correspond ni à l'esprit de pluralisme, ni à l'exigence de représentation équilibrée que les habitants sont en droit d'attendre. La question est de comprendre pourquoi la première force d'opposition de ce conseil municipal est totalement exclue de cette proposition. Finalement, cette liste a une qualité, Monsieur le maire. Vous avez réussi en une seule liste à rassembler tout le monde, un seul bloc, de la majorité à l'opposition minoritaire, et en passant même par d'anciens candidats. Tout le monde, sauf la principale opposition municipale. Il fallait tout de même le faire. Alors merci pour cette clarification sur vos accointances avec l'opposition minoritaire, ce qui prouve que notre groupe est réellement votre seule opposition. Dans ces conditions, notre groupe ne prendra pas part au vote ni à cette délibération. Je vous remercie. Merci. Je suis à peu près sûr que, même tout à fait certain que dans la liste qui vous a été transmise, une voire plusieurs personnes ont voté pour votre liste aux élections municipales, ce qui prouve peut-être que vous ne connaissez pas entièrement l'ensemble de vos électeurs, mais nous ne les avons pas choisis en fonction de leur accointance politique, mais en fonction de leur intérêt pour la chose publique. Et je dois dire que je suis, pour un certain nombre de noms, en désaccord assez fondamental sur leurs idées, mais assez certain qu'ils ont envie d'avoir leur mot à dire sur la gestion publique et notamment le contrôle de l'établissement des rôles d'impôt direct dans la commune. Nous avons repris en grande partie l'ancienne liste de la dernière fois en ressollicitant les personnes qui avaient accepté de mettre leur nom, sachant qu'ils ont une chance sur deux de ne pas être retenus. Et nous avons reçu un certain nombre de candidatures spontanées. À ma connaissance, nous n'avons pas eu de candidature ou de suggestion du groupe Rassemblement national. Et ce n'est pas faute d'avoir pas laissé le temps, parce que comme vous le voyez, on est un peu légèrement hors délai pour la désigner, mais rien de grave, puisque peu de communes ont réussi à désigner l'ensemble de leurs délégués dans l'ensemble des commissions dans les délais. Mais en tout cas, nous sommes tout à fait ouverts à des propositions. D'ailleurs, nous l'avons montré il y a à peu près 1 minute 30 sur la composition de la commission communale des services publics locaux, et nous le montrerons juste ensuite dans 30 secondes sur la désignation des membres aux commissions d'attribution des aides d'entrée de ville et de façade.
Voilà, sur cette commission, sachez en tout cas que le contrôle de l'action municipale, s'il est partagé depuis quelques années avec des commissions de citoyens désignés ou plus ou moins tirés au sort, il appartient d'abord et en premier lieu au conseil municipal, comme vous l'avez fait. Je vous en remercie à l'occasion de vos questions orales, et il n'y a pas de volonté particulière d'exclure une sensibilité ou une autre. Et comme je vous le dis, si vous regardez précisément la liste, vous verrez que votre sensibilité est non absente de cette désignation. Et puis ensuite, effectivement, nous sommes tout à fait ouverts à recevoir des candidatures pour l'ensemble des désignations des commissions obligatoires qui composent la commune. Sophie Drouin. Juste pour clarifier un petit peu les choses et pour dire que notre opposition, même si elle est minoritaire en termes de nombre, est absolument pas minoritaire au sein des conseils, puisque nous sommes très fervents de prise de parole d'un certain nombre de questions, et souvent des questions qui fâchent ou qui plaisent pas. Donc il n'y a aucune accointance avec la majorité, et je voulais juste le relever. Merci. Merci, c'est noté. Donc j'ai entendu que les membres du groupe Rassemblement national ne prenaient pas part au vote. Je propose aux autres membres du conseil municipal de voter sur cette délibération pour approuver la liste soumise ensuite à la sagacité du directeur départemental des finances publiques. Et on remercie ces citoyens qui sont purement évidemment bénévoles et qui vont prendre un peu de leur temps de temps en temps pour aller regarder. Et on aura un travail important d'ailleurs de révision des locaux vacants. Comme vous savez, nous avons voté au conseil communautaire la taxe sur le locaux vacant, de la taxe sur les résidences secondaires, puisque depuis le 15 mai, nous avons la possibilité de remonter sur 3 ans, et il est très probable également que pendant le mandat, il y ait, j'espère en tout cas, une révision des valeurs locatives, et la sagacité des citoyens devra nous permettre là aussi de suppléer l'administration fiscale dans son travail d'identification et de constitution des rôles d'impôt direct. Donc sur cette désignation des membres, y a-t-il des oppositions, des abstentions et 5 non-votes? Je vous remercie. Je vous propose de passer à la commission suivante, où j'ai bien reçu des propositions, plusieurs d'ailleurs, de membres pour la commission de désignation des attributions des aides à la requalification des entrées de ville. Alors je me permets de vous lire la délibération, puisque nous sommes dans le cadre de l'opération de revitalisation du territoire ORT, qui a des conséquences juridiques, vous le savez, puisqu'elle déclenche le 2 Normandie, qui est un mécanisme de défiscalisation sur l'ensemble de la commune, qui est encadré par Action Cœur de Ville 2, et nous attendons la formalisation d'Action Cœur de Ville 3, qui nous amènera probablement d'ailleurs à revoir notre règlement d'intervention de requalification des entrées de ville pour aller traiter des points spécifiques que nous n'aurions pas traités dans le cadre de la convention actuelle, mais la commission sera évidemment la même. Donc, dans le cadre de la convention RT, c'est ce que j'ai dit, des enjeux stratégiques de requalification étaient élargis aux quartiers gare et entrée de ville, ça c'est ACV2, quartier gare et entrée de ville, donc vous savez que nous avons élargi le périmètre d'action cœur de ville. Et pour ce faire, ces entrées de ville ont été délimitées. Il y a un plan qui est en ligne d'ACV2. Ça nous a permis notamment, vous le voyez très fortement sur le bâtiment, désormais MMA au rond-point de la Folie, de subventionner cette opération. L'aide vise à l'amélioration de la valorisation des entrées de ville pour permettre à tous de s'approprier l'image de la ville et de rendre celle-ci plus attractive. Donc le règlement a été approuvé pour la période 23-26, comme je vous le disais. Nous sommes en train de le réviser, et le règlement révisé vous sera évidemment proposé. Il précise les critères d'éligibilité, de priorisation, les modalités de la dépôt de la demande et d'octroi de subvention, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission dédiée. Cette commission est présidée par Monsieur le maire ou son représentant et composée de 4 autres membres élus du conseil municipal ou de leurs suppléants.
présidé par Monsieur le maire, et 4 autres membres. Alors, mais je vois 5 cases. Non, c'est 4. Il y a juste dans le tableau, il y a une case en trop. Donc, désigner 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants. Rapport 7. Rapport 7. Donc, nous avons reçu la candidature 1, 2, 3. Alors, attendez. Nous avons reçu la candidature de... Hop, c'est ça. Nous avons reçu la candidature de Jean-François Jacquemin, Francette Gibels, Virginie Turpin et Frédéric Brochot. C'est ça? 4 titulaires. Jean-François Jacquemin, Francette Gibels, Virginie Turpin, Frédéric Brochot. Et en suppléant, Vincent Vautrin, Philippe Larue, Patrice Malfondet et Laurence Galland. C'est ça, Damien? Ok. Donc je relis en titulaire Jean-François Jacquemin, Francette Gibels. Toi, tu sais là comme représentant du maire. C'est ça. Ok. Jean-François Jacquemin, Francette Gibels, Virginie Turpin, Frédéric Brochot et suppléant Vincent Vautrin, Philippe Larue, Patrice Malfondet, Laurence Galland. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et la commission des aides pour rapport numéro 8, les façades. C'est dans le cadre de l'OPARU, c'est aussi lié à Action Cœur de Ville, mais c'est une autre commission. Donc c'est la même délibération et nous avons également 4. Et là c'est bien mis 4, vous avez vu le tableau, 4 membres. Alors nous avons reçu les candidatures de en titulaire. Alors en titulaire, c'est le rapport numéro 8. Jean-Marc Adam de Villiers. Jean-Marc Adam de Villiers, Jean-François Jacquemin, Francette Gibels et Vincent Vautrin. Et en suppléant, Émeric da Silva Reis, Alain Durand, Patrice Malfondet, Philippe Larue. Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et donc je serai... Ah bah un petit bilan. Bah tiens Cathy, si tu veux faire un petit bilan pendant que je bois un coup. Bah voilà. Juste pour vous dire que sur ces façades, il y a eu 85 dossiers traités lors de ces commissions, 1 569 399 € hors taxes de travaux engendrés, 494 319 de subventions accordées, soit environ 31% par dossier. L'objectif d'ailleurs de l'OPARU était en 2020 de 110 dossiers. Il nous reste 2 commissions façades, ce qui tend à dire que notre objectif sera atteint. Et en ce qui concerne les entrées de ville, 129 449 € hors taxes de travaux engendrés, 17 000 pour les toitures et façades de subventions engagées. Et il nous plaît à dire également que cela revient à 80% pour les travaux menés par des entreprises autunoises. Merci beaucoup. Avec l'enjeu, on y travaillera notamment avec Alain Durand, avec Jean-François Jacquemin, avec Cathy Nicolaou.
et avec le conseil municipal, et Anne Pasquet est déjà dessus, muscler notre règlement, notamment pour les entrées de ville, pour aller encore plus loin, plus fort sur les projets que nous voulons voir sortir de terre, ou en tout cas être menés à bien en entrée de ville, que ce soit sur toiture et façade. D'ailleurs, il suffit de voir qu'il y a des choses qui ont bougé, mais qu'il y a des choses qui restent à faire bouger, et souvent c'est aussi des questions juridiques qui nous bloquent, et c'est pour ça qu'on travaille avec Laurence Combet aussi pour faire avancer les choses. Nous sommes au point 9, et je passe la parole à Cathy Nicolaou pour la subvention avec Eveneco pour la foire économique. En effet, un rapport qui propose, chers collègues, d'attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000 € à l'association Eveneco pour l'organisation de la 10e foire économique de l'Autunois-Morvan qui se déroulera du 17 au 20 septembre 2026 à l'Éduin. Je rappelle qu'une première aide de 10 000 € avait déjà été inscrite au budget primitif adopté le 27 avril dernier. La présente délibération constitue donc un soutien complémentaire portant l'accompagnement financier direct de la ville à 20 000 €, auxquels s'ajoutent les moyens humains, logistiques et matériels mobilisés pour la réussite de l'événement. Grâce à l'engagement de l'association Eveneco et de ses bénévoles, cette foire est devenue maintenant un rendez-vous complètement incontournable, rendez-vous économique pour notre territoire. Cette 10e édition réunira d'ailleurs des centaines d'exposants sur près de 15 000 mètres carrés d'exposition. Et pour mesurer son rayonnement, rappelons que l'édition 2024 avait accueilli plus de 16 000 visiteurs. La présence de personnalités telles que Chantal Latsou, Sébastien Chabal ou encore Miss France contribuera certainement au rayonnement et à renforcer l'attractivité de cette foire économique. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 10 000 € à l'association Eveneco pour l'organisation de cette 10e foire économique, un anniversaire donc, d'approuver la convention telle que présentée en annexe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à la signer, ainsi que tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Sur Eveneco, y a-t-il des questions? Sophie Drouin. Oui, monsieur le maire, chers collègues, simplement pour savoir, donc c'est une aide financière exceptionnelle, donc on en avait déjà donné une, effectivement, comme l'a dit Madame Nicolaou-Verdonnet. On redonne une aide financière exceptionnelle de 10 000 €. Somme toute, ça ne me pose, moi, aucun problème, puisque on sait le rayonnement que ça peut avoir. Simplement, j'aurais voulu savoir si vous aviez quantifié numérairement les aides que nous allions apporter, autres que des aides financières, pour voir quel était le package complet sur la promotion 2026. Quantifier, c'est toujours compliqué de quantifier parce qu'il faudrait le faire pour chaque association. Après, c'est essentiellement à l'Éduin que les choses se passent. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui sont prises en charge par la communauté de communes. C'est le partenariat que nous avons. Nous avons signé une convention avec Eveneco. Donc, c'est 20 000 en fait que nous attribuons chaque année d'ailleurs, même quand il n'y a pas la foire économique. Pour le reste, c'est essentiellement de l'aide en matière de communication, notamment, et puis d'installation de blocs béton pour la sécurité. Mais voilà, pas de quantification, en tout cas pas d'aide en ce qui concerne évidemment le personnel de la ville. Alors pourtant, dans la convention, c'est noté par le service protocole environ 60 heures d'intervention d'agents. Ce sont les livraisons, par exemple, l'aide pendant les 5 jours. Voilà, on ne met pas à disposition du personnel directement. Ça fait partie du package, effectivement, qu'on met en place. C'est le dépannage qu'on peut avoir pour des installations ou encore des livraisons. Alors. Pourtant, sur les espaces verts, c'est noté 5 jours à 3 personnes. Fleurissement, mise en place des barrières avec camions et tractopelles. Donc c'est pour ça que je demandais si vous aviez à peu près quantifié. Oui. Alors, tout à fait. C'est Philippe Larue qui pourrait répondre, puisque c'est dans l'annexe du compte administratif. C'était d'ailleurs une des recommandations de la Chambre régionale des comptes, et on le fait pour la première fois, où il y a la quantification de l'apport en nature pour les associations. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que je pose la question, monsieur le maire, parce que la Cour régionale des comptes l'avait demandé, et a priori, ce n'est pas fait. Donc, alors, dans la convention, effectivement, on a le montant d'heures
et les moyens qu'on met à disposition de manière partenariale avec la CCIAM qui loue les diamants et qui fournit certaines prestations. Et ensuite, et ça c'est dans le compte administratif après, comme pour toutes les autres associations, on a fait ce travail qui est peut-être perfectible d'ailleurs, de comptabilisation des apports de valorisation financière des apports en nature pour les associations. Déjà, effectivement, c'est un exercice qui n'est pas simple, parce qu'effectivement, il faut quantifier les heures de Manitou, les 60 heures d'agents du protocole, etc. Mais aussi pour montrer aux associations que si elles n'avaient pas cette aide en nature ou en matériel de la ville, ou parfois en locaux, ce qu'elles devraient payer pour organiser leur événement ou avoir leur fonctionnement courant. Et donc ça, c'est dans l'annexe du compte administratif. Sophie Drouin. Juste pour faire remarquer que les chefs d'entreprise et les artisans font des devis tous les jours et que donc, tous les jours ils quantifient des heures de tractopelle, voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on est novice, mais qui peut se faire malgré tout. Oui, voilà. Donc il y a des choses qui sont plus facilement quantifiables. Après, par exemple, la location d'un bloc béton, je ne sais pas si ça se fait trop dans le coin. Il y a des choses qui sont vraiment des prérogatives ou qui sont liées au service public. Et puis il y a certains locaux qui sont mis à disposition historiquement pour des associations et qui, à l'euro symbolique par exemple, qui donc maintenant se font par délibération, mais dont nous n'avions pas nécessairement toujours quantifié la valeur, si tant est qu'il y ait une valeur de marché allouée à un local à l'EVA ou au Forum, par exemple. Donc voilà, oui, on peut le faire, oui, on l'a fait, oui, on le fera encore mieux les années d'après, oui, c'était nécessaire de le faire, et oui, c'est important de le présenter aux élus et de voir qu'au-delà, effectivement, de l'argent que l'on donne, et pour les associations sportives, c'est pareil, eh bien, il y a aussi une aide matérielle, humaine, et parfois en termes d'infrastructure qui est apportée aux associations de manière importante par la ville. Absolument. Donc sur Eveneco, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et on souhaite une bonne... Et 10 personnes est membre de l'association, hein, on est bon. Et je souhaite une bonne foire économique à tout le monde pour cette... donc édition 2026 avec, tu l'as dit, Chabal, qui sera là, Sébastien Chabal. Merci. Nous sommes au rapport 10. Il s'agit de la convention d'intervention sur le réseau d'éclairage public situé sur les propriétés des bailleurs sociaux. Monique Gatier. Alors, considérant que la commune d'Autun a transféré sa compétence en matière d'éclairage public au CIDEL depuis le 9 décembre 2024, et que depuis cette date, l'ensemble des missions liées à la maintenance des équipements, à la gestion des sinistres et au renouvellement de l'éclairage est donc confiée au CIDEL. Considérant que les installations d'éclairage public situées sur les espaces appartenant aux bailleurs sociaux, que ce soit l'OPAC, Abélis ou la SEMCODA, sont reliées au réseau d'éclairage public, considérant qu'il convient de déterminer les modalités d'exercice des missions du CIDEL sur ces installations d'éclairage extérieur, appartenant aux bailleurs et intégrés dans le transfert de compétences. Considérant que 304 points lumineux d'éclairage public situés sur la propriété de l'OPAC de Saône-et-Loire, 17 points lumineux sur la propriété d'Abélis, 32 sur la propriété de la SEMCODA sont identifiés. Considérant que la maintenance préventive et curative de ces points lumineux sera refacturée en fonction de la convention jointe en annexe par la ville d'Autun à chaque bailleur, en fonction du nombre de luminaires identifiés. Considérant que les remplacements de sinistres et des investissements lors du renouvellement de ces luminaires seront également refacturés par la ville à chaque bailleur en fonction du montant des devis transmis par le CIDEL. Considérant que le remboursement fera l'objet d'un versement annuel unique à la ville d'Autun sur émission d'un titre de paiement et que ce remboursement intégrera le nouveau nombre de points lumineux établi par le procès-verbal si des modifications sont intervenues en cours d'année.
Il vous est donc proposé, article 1er, d'approuver le projet de convention d'intervention sur le réseau d'éclairage extérieur des espaces publics particuliers concernant les espaces gérés par l'OPAC, Abélis et la SEMCODA, et article 2, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci. Et il s'agit d'une délibération finalement préparatoire à ce que nous avions déjà indiqué lors du dernier conseil municipal, c'est-à-dire le passage sur les 2 prochaines années en LED de l'ensemble du parc autunois. Et donc ici, il s'agit de travailler avec les bailleurs sociaux pour cette maintenance qui, avec des LED, sera probablement moins onéreuse qu'aujourd'hui, mais de travailler en fonction de ce qui sera facturé à la ville par le SIDEL. Sur les points lumineux qui sont situés sur les propriétés des bailleurs sociaux, OPAC, Abélis, SEMCODA, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le marché public, Jean-François Jacquemin, l'avenant au marché de performance énergétique des installations CVC en groupement de commandes. Oui, vu l'avenant numéro 2, joint en annexe, considérant que le marché de performance énergétique des installations CVC a été réalisé en groupement de commandes, réunissant la ville d'Autun, la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, le centre intercommunal d'action sociale et le centre hospitalier d'Autun. Considérant que ce marché a été confié à l'entreprise Dalkia, prenant effet au 1er juillet 2024. Considérant que, conformément à la nomenclature des contrats de maintenance des installations de chauffage et de ventilation et de climatisation, CVC, ce marché comprend 4 postes. En P1, la fourniture de combustible, en P2, la maintenance petit entretien, en P3, le curatif et en P3, le préventif. Considérant qu'à la suite d'une erreur matérielle dans les pièces du marché de base, inversion des intitulés des colonnes des postes P3 dans les tableaux de prix des prestations, aux articles 5.3, 6.3, 7.3 et 8.2 de l'acte d'engagement et de son annexe 1.1, il est nécessaire de clarifier les montants des postes P3 curatif, garantie totale curative, et P3 préventif, garantie totale préventive. Considérant qu'à la suite de l'installation d'une pompe à chaleur à l'espace sport et nature dans le cadre du poste P3 préventif, il est nécessaire de modifier le type de contrat de prestation au niveau de l'annexe 1.1 de l'acte d'engagement, avec le passage de ce site initialement prévu en combustible et prestations avec intéressement, CPI, en prestation au forfait avec intéressement, PFI. Il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'autoriser la signature de l'avenant numéro 2 au marché de performance énergétique des installations CVC du groupement de commandes réunissant la ville d'Autun, la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, le centre intercommunal d'action sociale et le centre hospitalier, avec pour coordonnateur la ville d'Autun. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc vous avez compris, il y a eu une inversion de colonne qui a été vue. Et puis, l'espace sport naturel maintenant est en pompe à chaleur. Et vous savez que ce contrat qui fait un groupement de commandes avec la CCGAM et je crois l'hôpital aussi, et le SIAS, eh bien, fixe des objectifs à Dalkia, notamment en termes de consommation, de baisse de consommation. Et donc, quand on passe de consommation fossile, d'énergie fossile à une pompe à chaleur, eh bien, c'est à mettre à jour. Et vous avez un tableau qui est absolument illisible quand on l'imprime, mais qui est à peu près lisible quand on le regarde sur une tablette et un ordinateur, et qui vous précise, bâtiment par bâtiment, les types de contrats et les références, les puissances, les cibles pour ce contrat de performance énergétique
en groupement de commandes. Voilà, qui comprend le SIAS, vous le voyez, et les différents bâtiments des différentes entités qui sont indiquées. Sur cet avenant numéro 2, au marché de performance énergétique, y a-t-il des questions? Sophie Drouin. Oui, monsieur le maire, j'aurais franchement, je ne sais pas, c'est peut-être moi, hein, j'ai beau lire et relire, c'est extrêmement nébuleux pour moi. J'aurais vraiment besoin d'explications complémentaires, parce qu'alors véritablement, c'est pas simple de s'y retrouver. J'ai bien compris qu'il y avait eu une erreur matérielle orthographique, enfin pas orthographique, mais nominative, on va dire, entre curatif et préventif, mais je ne vois pas ce que ça change vraiment dans les faits. Je demandais à Marion de venir. Je rappelle la philosophie globale de ce marché de performance énergétique avec Dalkia, qui est notre prestataire de chauffage urbain par ailleurs, filiale d'EDF Groupe Public, mais qui, là, agit comme finalement gérant de la maintenance. Nous avons des cibles de consommation par bâtiment et nous fixons avec Dalkia des cibles à atteindre. Si ces cibles sont atteintes à la baisse, eh bien, la moitié ou une proportion de la baisse de consommation revient à la ville et Dalkia se rémunère sur une proportion de cette baisse de consommation. Si en revanche les cibles ne sont pas atteintes ou dépassées, eh bien, il y a une pénalité et en plus Dalkia prend à sa charge le surcoût. Ça, c'est la philosophie générale. Et sur l'erreur matérielle, donc Sport Nature, c'est assez simple, on a compris qu'il s'agissait d'une pompe à chaleur. Et sur l'erreur matérielle d'intitulé des colonnes dans le poste P3, Marion, est-ce que vous pouvez nous préciser exactement de quoi il s'agit? Est-ce que ça change en termes d'interprétation du marché? Oui, alors en fait, le P3 préventif et le P3 curatif ne sont pas imputés dans la même section sur le budget de la ville. Le P3 préventif, c'est de l'investissement. Le P3 curatif, c'est du fonctionnement. Jusqu'à présent, ça ne nous a pas posé problème dans l'exécution du marché parce que la trésorerie imputait l'intégralité des dépenses en investissement. Et depuis la fin de l'année dernière, ils nous ont demandé de clarifier le point. Et du coup, cette inversion de colonne est devenue problématique puisque maintenant, il faut bien qu'on impute le préventif en investissement et le curatif en fonctionnement. Donc en fait, le fait de corriger cette erreur matérielle permet de ne pas pénaliser le budget de fonctionnement de la ville pour une erreur matérielle de marché. Et en termes de budget, sur 2026, on avait bien établi les bons éléments dans les bonnes colonnes ou pas du tout? Alors, si vous regardez la décision modificative qui viendra plus tard, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a un équilibre qui se fait à ce niveau-là pour régulariser cette situation. Merci Marion. J'anticipe peut-être une autre question qui a été débattue au niveau de la communauté de communes sur cette répartition fonctionnement-investissement, parce que vous voyez qu'on n'est pas sur des modifications de dépenses globales, mais d'imputation en termes de section sur le budget principal. Sur le budget, non, c'est plus le budget annexe, donc c'est le budget principal. Sur le schéma directeur des eaux pluviales, il y a un débat pour savoir s'il doit être imputé en fonctionnement ou en investissement, notamment s'il doit donner lieu à travaux, et nous c'est une subvention au SMEMAC qui lui-même se pose la question de savoir si on l'impute en investissement ou en fonctionnement. L'exécutif précédent a choisi de l'imputer entièrement en investissement. On va voir ce que la trésorerie pense de ce choix, qui est argumenté par rapport à des travaux. Et nous-mêmes, nous avons, je crois, bien mis une subvention d'investissement aussi. On regardera tout à l'heure, mais je sais qu'on a changé plusieurs fois d'avis sur le sujet. De ces interprétations que la trésorerie nous fait de savoir
pour certaines de nos dépenses, dans quelle section elles doivent être imputées, même si au final ça ne change pas grand-chose. Ça peut changer néanmoins la récupération de TVA sur certaines dépenses, puisqu'on les récupère en partie en investissement, on ne les récupère pas en fonctionnement. Et vous savez aussi qu'on peut recourir à l'emprunt sur la section d'investissement et pas sur la section de fonctionnement. C'est ça la différence principale. Voilà, c'est un peu technique. Jean-François, on a bien résumé? Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Alors, je propose de passer au vote sur cet avenant numéro 2 avec Dalkia. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous passons, Jean-François, maintenant à la clôture de la concession d'aménagement du lotissement André Malraux. Vu le Code de l'urbanisme, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2014, vu le traité de concession d'aménagement, vu la remise d'ouvrages techniques réalisés en 2026, considérant que par une délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2014, la commune d'Autun a autorisé la conclusion d'une concession d'aménagement avec la SEM Val de Bourgogne pour l'aménagement du lotissement André Malraux. Signé le 13 octobre 2014, le traité de concession avait pour objectif l'aménagement du lotissement afin d'accueillir environ 25 logements individuels et comprenait l'ensemble des travaux de voirie, de réseau, d'espaces libres et d'installations diverses pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers. Par un avenant 1 signé le 15 février 2016, le projet a été redimensionné par une réduction du nombre de lots prévus, le programme prévisionnel étant ramené de 25 à 20 lots destinés à accueillir du logement individuel. Les modalités financières de la concession d'aménagement ont été revues afin de réduire la participation de la ville d'Autun. Les avenants 2, 3 et 4 ont chacun eu pour effet de prolonger la durée de la concession d'aménagement. La concession qui était initialement prévue pour une durée de 6 ans a finalement duré 11 ans, 2 mois et 17 jours. La concession d'aménagement a pris fin le 31 décembre 2025. Les travaux de viabilisation sont aujourd'hui terminés. La commercialisation des différents lots formés est presque achevée. Seuls 4 lots, les lots 4, 7, 9 et 12, sont encore disponibles. Le bilan définitif de clôture établi par la SEM Val de Bourgogne et annexé à la présente délibération s'établit à 825 731,76 € hors taxes en dépenses et 901 203,97 € en recettes. Il présente un solde de TVA créditeur de 71 900,82 €, conduisant à un résultat positif de 75 472,21 €. Comme prévu par l'article 18.4 de la concession d'aménagement, le résultat d'exploitation de l'opération, s'il est positif, est partagé entre la ville d'Autun à hauteur de 60% et la SEM Val de Bourgogne à hauteur de 40%. La somme de 45 283,33 € sera donc reversée à la ville d'Autun. À noter que l'approbation du bilan de clôture de la concession d'aménagement va de pair avec l'intégration foncière et financière des équipements dans le patrimoine de la ville d'Autun et permet de reprendre la finalisation de la commercialisation des 4 lots encore disponibles. Il est ainsi proposé d'approuver le bilan de clôture annexé aux présentes. Il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'approuver le projet de bilan de clôture de la concession d'aménagement et accepter la perception de la somme de 45 283,33 € au titre du partage du résultat d'exploitation de l'opération. Article 2. D'autoriser l'acquisition par la commune d'Autun des 4 lots non commercialisés par la SEM Val de Bourgogne pour un montant total de 107 700 €, décomposés comme suit. Vous avez les lots qui sont signalés avec les surfaces et les montants. Article 3. D'autoriser l'acquisition par la commune d'Autun des lots composant l'espace public du lotissement, soit les voiries internes et les espaces verts non aménagés.
Les parcelles sont mentionnées également ensuite à l'euro symbolique avec dispense de paiement, les frais d'acte étant supportés par la commune. Et article 3, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte ou document relatif à l'achèvement et à la clôture de la concession d'aménagement. Merci beaucoup. Sur cette clôture, et le bilan est annexé, de la concession du lotissement Malraux. André Malraux. Est-ce qu'il y a des questions? Sophie Drouin. Monsieur le maire, chers collègues, juste pour remettre un petit peu dans son contexte, que les Authunois puissent voir vraiment les choses. D'abord, c'était une concession qui était prévue initialement pour 6 ans et qui finalement a duré 11 ans, donc avec 5 années de plus. Le programme ramène les lots de 25 à 20. On a effectivement un bilan qui pourrait sembler positif de 75 000 €, un petit peu plus, et donc un reversement à la ville de 45 000 €. Mais n'empêche qu'on va quand même racheter 4 lots à 107 700 €. Donc ma première question, c'est que va-t-on faire de ces terrains? Et puis le deuxième élément aussi, c'est si vous allez à la page 111 du recueil des annexes, il y a une ligne participation collectivité à hauteur de 469 300 € dans le bilan des recettes de la société qui nous a accompagnés pour ce lotissement. Participation collectivité, est-ce que c'est une participation de la collectivité, donc de la ville? Et quand est-ce que cette participation a eu lieu? Parce que si effectivement c'est la ville, et je pose la question, ça veut dire que le bilan il n'est pas positif à hauteur de 45 000 € pour la municipalité, pour les Authunois, pas du tout même, puisqu'on aurait dépensé 469 300 € en subvention. Merci. Sur la première question, les lots que la commune acquiert sont en vente et sont déjà depuis quelques mois sur le site de la ville. Donc 4 terrains à bâtir allant de 24 900 € à 29 800 €. Donc s'ils sont revendus, c'est ce que l'on souhaite, cela nous permet de compenser leur rachat à hauteur de 107 700 €. Et sur la participation, alors sur la durée et sur le programme prévisionnel, sachant que, comme il est indiqué, le programme a été lancé en septembre 2014, donc un certain nombre d'élus n'étaient pas en responsabilité à ce moment-là, et le nombre de lots a été ramené de 25 à 20, notamment en raison des caractéristiques du terrain. Il y a ensuite eu des avenants pour prolonger la durée de la concession, effectivement, en raison, et j'en avais signé au moins 2 sur les 4, en raison de la lenteur de la commercialisation de ces lots, mais qui a progressé. On aurait pu encore poursuivre et demander à la SEMVAL de continuer à porter, SEMVAL de Bourgogne, de continuer à porter ces lots en attendant qu'ils soient entièrement finalement commercialisés. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de valeur ajoutée à ce portage puisque la voirie a été réalisée, l'éclairage public a été posé, donc le lotissement est terminé. Il y a simplement des partiels à commercialiser. Et sur la participation des collectivités ou de la collectivité, est-ce qu'on a une réponse sur qui à l'origine avait financé le projet, ou est-ce qu'il y a eu des subventions diverses? Christine, quelles ont été les participations? Alors, une partie, c'est la ville parce qu'il y a eu les frais de portage, mais l'ensemble des recettes issues des collectivités. Oui, en 2014, est-ce que on va regarder qui avait financé à ce moment-là, s'il y avait eu des participations d'autres collectivités? En tout cas, vous me dites quand même qu'il y avait une participation de la commune. Alors, il me semble que quand on a prolongé, c'était d'ailleurs le choix que nous avions dû faire, que quand on a prolongé
le portage, il y avait, en même temps que la prolongation du portage, une rémunération à la SEMVAL de Bourgogne, que la prolongation du portage financier n'était pas gracieuse. C'était lié de mémoire à des frais de commercialisation et puis aussi à des frais financiers, parce que pendant toute la durée de l'opération, la SEMVAL de Bourgogne a avancé, c'était d'ailleurs l'idée, a avancé en une partie des dépenses, puisqu'on a à peu près 1 million d'euros hors taxe, 1 million d'euros TTC de dépenses, donc il y a aussi des frais financiers. Et la prolongation a mis certaines charges financières aux frais de la ville. Alain, est-ce que tu sais où on va regarder quelles étaient les participations à l'origine des différentes collectivités? Et Christine, vous allez regarder pour qu'on ait la réponse d'ici la fin du conseil. Alors, sur la participation, je sais que la ville avait mis un petit peu, on avait mis quand même pas mal d'argent dedans pour avoir des terrains qui soient abordables, justement pour que les gens locaux, puisque les terrains étaient quand même relativement chers, on avait mis des terrains juste au coût, sans que ça coûte à la collectivité, mais juste au niveau du mètre carré, de manière à ce que les gens puissent acheter rapidement ces terrains-là. Après, il y a eu des petites, des petites erreurs de fait, notamment une où on avait commencé de mettre aussi en agence immobilière les terrains. On avait commencé par une, on a suivi avec une deuxième, et on s'est aperçu que ça posait problème, puisque lorsque la ville d'Autun envoyait les personnes vers ces agences immobilières, on s'apercevait, quand on les rappelait, que les agences immobilières leur avaient vendu non pas du terrain, mais leur avaient vendu des maisons. Parce qu'effectivement, vendre un terrain à 20 000 euros ou vendre une maison à 150 ou 200 000 euros, c'est pas tout à fait le même rendement. Donc c'est pour ça qu'après, il y a eu de la commercialisation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec la SEMVAL. Ça a été à long. Après, il y a eu le Covid, malheureusement, qui a ralenti beaucoup de choses de l'année 2020, comme vous le savez. Et après, là, aujourd'hui, on a perdu 4 terrains, je crois, parce qu'il y a une coulée verte qui était à l'intérieur. Et si je ne me trompe pas, il y avait des terrains qui avaient été remblayés à une époque lointaine. Et quand on s'est aperçu, quand on a fait les sondages, on ne pouvait plus vendre ces 4 terrains. Merci beaucoup. Alors, en sachant aussi, on va vérifier, parce que la question est intéressante et importante, que dans le bilan total pour la commune, la SEMVAL, donc, qui est une société économique mixte dont nous sommes aussi actionnaires, la ville, avec la Caisse des dépôts, la commune donc, avait vendu les terrains pour 262 000 euros hors taxe à la SEMVAL. 262 hors taxe. 262 hors taxe et les frais d'acte. Donc, en tout cas, il y avait un produit de cession. Il y a une produit de cession. Il est probable, on va vérifier. Ça s'est fait dans d'autres opérations, ça se fait plus du tout comme ça. D'ailleurs, d'autres opérateurs, surtout dans le logement social, ont été rappelés à l'ordre sur ce sujet, où des communes en fait vendaient des terrains, prenaient le produit de la vente des terrains et rentraient au capital de la société. Là, ça a été fait, si c'est le cas, de manière plus correcte, c'est-à-dire prendre le produit des terrains et verser une subvention à la société pour que finalement la vente des terrains soit amortie. Et effectivement, il y avait le choix à l'époque que le foncier soit abordable pour les personnes qui veuillent l'acheter et donc que la commune participe. Mais on va regarder exactement quelle était la participation des collectivités et s'il y a eu d'autres collectivités qui ont participé au départ, ou si c'est uniquement la charge de la ville. On hérite d'une part d'une situation historique et d'autre part d'un programme qui a eu un certain nombre de difficultés à sortir puisqu'il sort plus lentement et moins nombreux qu'il avait été envisagé à l'origine. Alors, merci Marion, c'était la convention de la concession d'aménagement initiale. La commune reverse une participation financière d'un montant TTC égal au montant de l'acquisition des terrains, c'est-à-dire 262 000 euros TTC. Et ensuite, il y a eu 185 000 euros versés par tranche en fonction des besoins, lissés sur la durée de l'opération, 6 versements annuels de 30 000 euros TTC. Donc sur les 6 ans de la convention, de la concession, il y avait
un versement annuel de 30 000 €. Et notamment pour la contrepartie des remises des ouvrages destinés à rester définitivement dans le patrimoine, notamment la voirie et l'éclairage public, puisque vous avez vu qu'on le récupère à l'euro symbolique. Et donc cette participation de 30 000 € par an doit financer les espaces communs. Comment? Et les réseaux, effectivement. Le montant global, voilà. Il est en annexe, cette... Non, ça, c'est la convention Vous pourrez envoyer à tout le monde la convention, ou au conseil municipal, la convention initiale de 2014, que vous puissiez avoir la réponse. On aurait peut-être dû le mettre dans le bilan de clôture, d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est possible, monsieur le maire, du coup, sur le rapport numéro 12, qu'on remette le point à l'ordre du jour la prochaine fois, avec un bilan financier établi, pour qu'on sache exactement, du coup, si on est bénéficiaire ou pas, parce que là, on nous met un rapport où on est bénéficiaire à hauteur de 45 000 €, mais a priori, je pense que c'est erroné. Alors, 2 points. On va donner l'historique et informer l'ensemble du conseil municipal, déjà en joignant la convention, le contrat de concession initial, c'est tout à fait important, et en faisant un bilan total, on va dire, pour la commune, entre les terrains qui ont été vendus, la subvention qui a permis l'achat des terrains, la participation de la commune à la réalisation d'investissements sur les réseaux et la voirie et leur rétrocession, et le bilan en termes de, finalement, revente de terrain. Ça, on le fera. D'autre part, pourquoi on le passe, on clôture cette convention, cette concession? On aurait pu encore attendre et laisser finalement la SEM porter, leur laisser porter les terrains, ne pas racheter les terrains et attendre que les terrains se vendent d'eux-mêmes. C'est que d'une part, on a terminé maintenant l'ensemble de l'aménagement. C'était en 2025, donc là, il n'y a plus d'intérêt particulier à travailler avec la SEM. Elle-même doit clôturer l'opération parce que ça fait peser un poids dans ses comptes et il y a une réflexion. Moi, je ne siège plus à la SEMVAL, j'y ai siégé, je ne sais pas s'il y en a autour de la table qui siègent à la SEMVAL, il faudrait non, c'est au niveau du conseil communautaire maintenant, mais la SEMVAL a besoin, pour des raisons comptables, de clôturer l'opération parce que ça pèse sur ses comptes. Et la troisième chose, c'est que nous avons des demandes de riverains sur des terrains annexes de l'eau non commercialisables, qui sont des terrains qui étaient prévus au départ en espace vert, que nous entretenons en espace vert, entre le bas du lotissement et l'abattoir, de particuliers qui veulent agrandir leur jardin. Et si on veut pouvoir leur répondre pour installer des piscines ou autres, et si on veut pouvoir leur répondre, il faut que nous puissions commercialiser les terrains qui aujourd'hui sont pas dans la concession et ne sont pas des terrains à bâtir en théorie. Donc il faudra qu'on fasse un avenant. Et de toute façon, c'est une demande aussi de la SEMVAL de pouvoir sortir de l'opération. Donc je vous propose de clôturer l'opération. De toute façon, ce qui a été dépensé a été dépensé, ce qui a été encaissé a été encaissé, et on pourra faire, et c'est, je pense, utile, notamment en vue des questions, des interrogations que nous avons sur le PLUI, de pouvoir faire le bilan aujourd'hui des concessions de lotissement, parce que c'est ni plus ni moins qu'une concession de lotissement que certaines communes et certains maires réclament à corps et à cri et que nous pourrions être amenés à reproduire ou justement à décider de ne pas reproduire. Donc on fera ça, je vais vous envoyer les différents éléments et le Conseil en sera parfaitement informé. Mais il est important que nous n'attendions pas pour clôturer cette concession d'aménagement parce que c'est à la demande de la SEMCODA et de la SEMVAL, pardon, et que nous avons eux pour leur clôturer leur compte et nous pour permettre des sessions à passer cette délibération. Mais on va passer, vous envoyez la convention de concession constitutive, on pourra envoyer les avenants successifs aussi, et puis le bilan pour la commune en termes de dépenses qui ont été investies pour les réseaux et puis de coût global. Et quand on dit le bilan est positif, c'est le bilan comptable qui est positif. Le bilan financier lui-même global peut être effectivement nuancé, ne serait-ce que par rapport au coût des sommes immobilisées pendant 11 ans.
Et ces terrains en pente, oui, non, c'était pas simple. Hein, c'était des terrains qui étaient relativement en pente, comme vous le savez, et c'était difficile. Il doit y avoir un peu d'écho, je vais le faire sans. Alors, terrain en pente, terrain difficile à travailler, et donc au coût un gros coût au niveau, comment on appelle ça, des travaux de TP, quoi, terrassement. Moi, j'ai pas de souci. Maison à plat. Ouais, merci beaucoup, Monsieur Dion. Moi, j'ai pas du tout de souci avec ça. Hein, je le comprends parfaitement. Moi, l'idée dans mon propos, c'était surtout que les Autunois qui peuvent lire les rapports, etc., soient informés de combien ça a coûté et voilà comment on dépense leur argent. Mon propos était plus là-dedans pour qu'on soit tous plus au clair. Après qu'il y ait eu des travaux, que ça a été compliqué et que ça prenne du temps, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Hein. Merci. Je pense qu'effectivement, et je n'entrerai pas dans le débat parce que j'ai une opinion personnelle sur le sujet, mais chacun pourra et devra regarder finalement la pertinence de faire ces concessions d'aménagement pour des lotissements et dans le cas présent, les sommes mobilisées par rapport au résultat. Et il y a quand même un résultat, c'est qu'on a un lotissement qui est à 80% rempli avec... comme on dit dans le jargon du logement, un peuplement diversifié, satisfaisant, un lotissement qui vit bien et qu'on aimerait voir se remplir entièrement. Voilà, ça c'est pour le résultat. Ensuite, combien la puissance publique doit-elle mettre et doit-elle être sollicitée pour réaliser ces programmes de logement et à l'avenir, si c'est le souhait de certaines communes ou de certains élus de développer des lotissements, à quel coût, pourquoi, sur quelle durée et avec quelle pertinence par rapport au modèle de développement urbain que l'on souhaite, en rajoutant qu'on n'est néanmoins pas un lotissement en extension. Je pense qu'il est, pour le coup, chacun pourra assez facilement dire que ce n'est pas souhaitable, mais on était plutôt sur une dent creuse puisque côté bois de sapin, Kawagoe, il y avait déjà des lotissements de créés et on était sur finalement de la densification plutôt que sur du lotissement en extension. Mais il appartient ensuite effectivement à chacun de regarder cette pertinence d'un projet qui date d'il y a plus de presque 12 ans. Et donc je comprendrai évidemment qu'il y ait des votes divergents qui s'expriment. Et je vous propose donc de passer au vote sur cette clôture de cette concession, en indiquant encore une fois que pour ceux qui le souhaitent, il y a des terrains intéressants à un coût intéressant qui restent à vendre, 4 sur ce lotissement. Et donc de voter pour nous autoriser à clôturer cette concession d'aménagement. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ah oui, pardon, Sandrine Gassier ne prend pas part au vote. Voilà, je le dis avant de commencer. Sandrine Gassier ne prend pas part au vote. Je recommence. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 3 abstentions puisque Sophie a le pouvoir de Karine. Donc je vous remercie. Nous passons au point 13, Jean-François Jacquemin. Affaire foncière, cession d'une partie de la parcelle cadastrée AI numéro 111, 6 rue du Vieux-Colombier. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis des domaines en date du 23 décembre 2025, vu l'accord de l'acquéreur, vu le plan joint en annexe, considérant que M. Gino Bevacca a entrepris des travaux importants afin de réhabiliter sa propriété située 5 rue Blanche. Considérant que ces travaux nécessitent de créer un accès de véhicules de chantier et que le passage de ces véhicules est extrêmement contraint rue Blanche. Considérant que M. Bevacca a alors sollicité la commune afin de créer un passage pour accéder à cette propriété depuis la rue du Vieux-Colombier sur un terrain appartenant à la ville et correspondant à une partie du verger conservatoire situé sur la parcelle cadastrée AI numéro 111 pour une superficie d'environ 145 mètres carrés. Considérant que les travaux de création de ce chemin ont été réalisés à sa charge en respectant les prescriptions de la mairie afin de ne pas porter atteinte aux arbres fruitiers de la parcelle.
Considérant que cet accès peut être pérennisé en réalisant des travaux de finition, M. Bevaca a sollicité la commune afin d'acquérir ce terrain. Considérant que l'habit des domaines fixe la valeur à 3 € le mètre carré. Considérant que le prix de vente a été fixé conjointement par les deux parties à 5 € le mètre carré. Considérant que la clôture de séparation des terrains sera à la charge de l'acquéreur, ainsi que les frais d'acte et de géomètre. Considérant que le découpage cadastral fait apparaître une partie d'environ 75 mètres carrés à classer dans le domaine public et correspondant aux accotements de la rue, il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'approuver la cession d'une partie d'environ 145 mètres carrés de la parcelle cadastrée AI numéro 111, rue du Vieux-Colombier, en cours de découpage cadastral. Article 2, d'approuver la cession de ce terrain au prix de 5 € le mètre carré, soit 725 €. Article 3, d'approuver le classement dans le domaine public d'une partie de 75 mètres carrés de la parcelle actuellement cadastrée AI numéro 111, conformément au plan joint en annexe et correspondant à l'accotement de la rue. Article 4, d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Une vente légèrement supérieure de quelques dizaines d'euros au prix des domaines. Vous avez le plan en annexe et derrière la vue Visio, donc la vue, Google Maps satellite, qui vous permet de voir ce petit bout de terrain qui permet de créer un accès à la parcelle et d'accompagner ce projet de développement d'activités aux 5 rues Blanches, qui a été soutenu également par la DRAC et par la ville, et qui est en cours. Sur ce découpage de la parcelle AI 111 rue du Vieux-Colombier et sa cession, donc on était déjà, donc d'abord, il faudra donc sa cession et ensuite le classement d'une partie qui correspond à l'accotement, de la rue. Donc il y a une partie de cession et une partie de classement dans le domaine public qui donc correspondra à l'accotement de la rue. Voilà, c'est peut-être plus clair là. Voilà, c'est la partie bleue qui va être classée dans le domaine public. Partie à classer dans le domaine public, c'est marqué d'ailleurs. La partie B, la partie A était dans le domaine privé de la ville et la partie C reste dans le domaine privé de la commune. Voilà. Donc ça permet de réaliser un accotement en même temps que l'on cède un bout de parcelle qui était dans le domaine privé pour réaliser cet accès. Le plan est tout à fait clair. Cédé 1 art 45 centiares, classé dans le domaine public 75 centiares, et nous conservons le reste qui est le verger conservatoire 22 art 92 centiares. Il fait beaucoup plus clair. J'espère que c'est clair pour vous aussi. Sur cette session, rapport 13, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je vous propose de vous rapporter le rapport 14 sur les tarifs et modalités des prestations facturables par le service archéologique de la ville d'Autun. Comme vous le savez, nous avons créé un budget annexe du service archéologique afin que nos archéologues municipaux puissent prester, dans le cadre de l'archéologie concurrentielle, leurs services à différents acteurs, communes, voire peut-être assez vite des communes de l'Autunois. Et donc, il est proposé de fixer le montant de ces prestations que nous pourrions avoir à fournir, qui sont calées sur le prix constaté de l'INRAP, à 612 € TTC par jour pour un technicien et à 840 € TTC par jour pour un archéologue spécialisé, et d'autoriser M. le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Vous avez en annexe l'habilitation de l'opérateur d'archéologie préventive
service archéologique de la ville d'Autun. Sur cette création de tarif, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Gauthier Jiménez souhaitait également vous rappeler la convention triennale entre le département et la ville d'Autun qui bénéficie d'une subvention de fonctionnement pour le théâtre municipal sur 26-28. Lors de sa réunion du 27 mars 2026, la commission permanente du conseil départemental a décidé de renouveler son aide financière dans le cadre du dispositif conventionnement des structures culturelles auprès de la ville en tant que pôle urbain, et on remercie les membres du conseil départemental. À ce titre, la ville d'Autun bénéficie d'une subvention annuelle pour la mise en œuvre des objectifs suivants: contribuer au développement artistique et culturel de son territoire de résonance par une programmation régulière et des actions culturelles en portant une égale attention au public qui, pour des raisons géographiques, culturelles ou économiques, se sentent éloignés de l'offre artistique, comme au public déjà constitué, dans le cadre d'une démarche inclusive, contribuer à l'accueil de résidences de création de professionnels et ou d'amateurs, accueillir au moins 2 fois par an en diffusion ou en résidence un artiste ou une compagnie installée dans le département, rechercher des complémentarités et des mutualisations avec d'autres structures et acteurs locaux installés sur le territoire départemental. Nous le faisons notamment évidemment avec l'ARC. Accompagner les pratiques en amateur en lien avec les établissements d'enseignement, c'est le CLEA, confier la mise en œuvre des actions à plusieurs professionnels, contribuer activement à la mise en œuvre d'actions en lien avec les services sociaux du département et maintenir son effort en faveur de la culture pour la durée de la convention. Au titre de l'année 2026, l'aide du département s'élève à 45 000 € et un avenant annuel sera établi pour fixer le montant des subventions 27-28. Il est proposé d'approuver la convention triennale entre le conseil départemental de Saône-et-Loire et la ville d'Autun. Autorisez, monsieur le maire, où sont des représentants et en délégation à signer tout document. Si rapportant, est-ce que, Annabelle, j'ai bien résumé la chose? Très bien. Est-ce que sur cette convention avec le département, il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Je crois que maintenant, en public, c'est bon, hein. Tu pas par précaution? Normalement, en public, il n'y a pas de souci, mais par précaution, tu veux ne pas prendre part au vote? Laurence Bon, Laurence pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité, mais on va prendre aucun risque. Donc, Frédéric Brochot ne prend pas part au vote. Et sinon, je n'ai pas vu d'opposition, d'abstention, donc c'est une unanimité. Merci. Et merci le département de cette subvention fidèle. Et Annabelle peut prendre le relais pour la convention cadre de la Biennale d'Autun avec les amis de la Chapelle Notre-Dame des Bonnes Œuvres et des 7 Dormants d'Éphèse, qui portent notamment, on le sait, la Biennale d'Art Sacré Contemporain. C'est le rapport numéro 16. Annabelle Renaud. Alors, c'est l'approbation de la convention cadre pour l'organisation de la Biennale d'Autun avec l'association des Amis de la Chapelle Notre-Dame des Bonnes Œuvres et des 7 Dormants. Considérant l'intérêt du concept de la Biennale d'Autun, festival d'art sacré contemporain, depuis sa création en 2017, la ville d'Autun souhaite poursuivre son engagement dans ce projet par l'établissement d'une convention cadre avec l'association des Amis de la Chapelle Notre-Dame des Bonnes Œuvres et des 7 Dormants d'Éphèse. Considérant la volonté de la collectivité d'accorder un soutien financier en vue de la préparation de l'édition 2027 de la Biennale, considérant que le montant de la subvention s'élèverait à 50 000 € et serait versé sur les exercices budgétaires 2026 et 2027, il est proposé au conseil municipal, premièrement, d'approuver les termes de la convention cadre de partenariat entre la ville d'Autun et l'association Les Amis de la Chapelle Notre-Dame des Bonnes Œuvres pour l'organisation de la Biennale d'Autun 2027. Deuxièmement, d'accorder une subvention de 50 000 € pour la réalisation de ce projet avec un premier versement de 20 000 € en 2026 et un second de 30 000 € après le vote du budget primitif 2027. Troisièmement, de préciser que les crédits correspondants sont inscrits à la décision modificative du budget du 22 juin 2026 et seront proposés au budget primitif 2027. Et enfin, article 4, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer ladite convention ainsi que tout document s'y rapportant.
Merci beaucoup. Donc, il s'agit de l'association La Chapelle des Sept Dormants. Oui. Sur cet événement, cette convention, cette subvention, y a-t-il des questions? Sophie Drouin. Monsieur le maire, chers collègues, bien évidemment, on ne conteste pas l'intérêt culturel de la biennale, mais le dossier ne permet pas d'apprécier le coût complet. On n'a pas vraiment de bilan financier, d'autant que ça va être sur 2 années. Et puis, même si je me suis renseignée un petit peu sur Internet, on n'a pas véritablement la fréquentation, ni le coût global et ni le rapport sur investissement que ça peut avoir. Donc j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus d'informations pour pouvoir voter de manière éclairée le rapport numéro 16, s'il vous plaît. Ok, alors on a bien dans les demandes de subvention, est-ce qu'on peut me transmettre la demande de subvention? On a bien le bilan, la fréquentation, les perspectives. Hop. De manière générale, c'est une biennale qui prend de l'ampleur avec un budget de plus en plus conséquent. C'est pour ça qu'on l'accompagne de plus en plus fortement. Je retrouve, il me semble les avoir là. Page 140 du recueil des annexes, si c'est ce que vous cherchez. Alors sur le coût global et puis sur la fréquentation? C'est sur la convention. La convention. Donc c'est quoi la question? C'est le budget global de l'association? C'est ça, si vous voulez, on va donner sur 2 années 50 000 euros, 20 000 euros cette année, 30 000 euros l'année prochaine. L'idée, c'est de savoir s'il y a vraiment un retour sur investissement, combien ça va coûter aux Autunois. Et encore une fois, je ne conteste pas le fait que la biennale existe, bien au contraire. J'ai vu effectivement que les fréquentations étaient en augmentation, mais j'ai cru comprendre aussi que le montant de la billetterie était extrêmement loin, mais je n'ai vu que les chiffres de l'Office du tourisme également, était quand même très très loin d'être suffisant pour pouvoir payer l'événement complet. Ah bah c'est sûr. Non, oui, mais sans subvention, l'événement ne se fait pas comme beaucoup d'événements. Et est-ce qu'on sait combien on a donné la dernière fois pour voir alors on augmente, je crois qu'on a commencé à 15 000 euros par an, et puis on est monté progressivement 10 000 euros, 15 000 euros, et puis là on est à 20 000 une année et 30 000 l'année où ça se fait. En termes de fréquentation et en termes de budget global, on les a. C'est un budget important, de mémoire plus de 250 000 euros, financé notamment avec des subventions du Conseil régional qui doit être le premier financeur. Et le fonds, vous avez, Christine? On va retrouver le... Je vous propose, le temps qu'on cherche, de ne pas voter et puis de passer à une délibération, la délibération suivante. On a toutes les demandes. Il y a un nombre de visiteurs en hausse, mais qui n'est pas massif, mais qui est de grande qualité, notamment dans le monde de l'art, puisque l'an dernier, il y avait Connaissance des Arts, Beaux-Arts Magazine, qui l'avait classé dans le top 5 ou le top 10 des festivals d'art contemporain à faire pendant l'été. Il y a un nombre de lieux aussi en augmentation, il y a une durée en augmentation, et donc on va retrouver tous les chiffres pour permettre au Conseil de délibérer de manière plus éclairée si c'est le souhait. Je vous propose de passer donc au rapport 17. 350 entrées payantes en 2025. Attends, on va avoir tout le truc. Ouais. Rapport 17, c'est l'acceptation d'un don de 60 000 euros de la Fondation d'entreprise Solidarité Crédit Agricole Centre-Est et de la Fondation Crédit Agricole Pays de France à la ville d'Autun pour le musée panoptique. Donc c'est un don qui a été annoncé et qu'il faut accepter par délibération. Il est rare que les conseils municipaux s'opposent à des dons, mais néanmoins, il faut délibérer pour accepter ce don. 30 000 euros de la Fondation d'entreprise Solidarité Crédit Agricole Centre-Est et 30 000 euros de la Fondation Crédit Agricole Pays de France, signé la convention tripartite
et accepter donc l'affectation section d'investissement. Vous avez en annexe la convention qui présente les structures, qui indique les modalités de communication, les modalités de mécénat et donc voilà la convention qui sera signée par Anne Vignat-Ducret pour Crédit Agricole Solidarité Centre-Est et Guillaume Pénicaud pour Crédit Agricole Pays de France. Voilà, avec les contreparties qui sont évaluées, notamment les visites de chantier, les invitations aux expositions, conférences, la programmation du musée, sans entrée, les soirées privatives, les ateliers découvertes, etc., que nous pourrons proposer à ce mécène. Nous avons eu la semaine dernière la visite de notre mécène DIM et nous aurons le 25 le président de Nexence, Jean Mouton, qui est également mécène en nature, qui viendra aussi donc sur le chantier pour, en tant que mécène, suivre ce dossier. Sur le rapport 17, y a-t-il des questions sur l'acceptation du don? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité pour recevoir de l'argent. Et je vous propose le rapport 18, c'est l'inscription à l'inventaire du panoptique de 2 lots de dessins Louis Charlot et d'un lot de 27 carnets de dessins d'Eugène Froment de Lormel. Normalement, vous m'aviez imprimé. C'est Amélie qui les a. Merci. Et donc, les collections du panoptique sont celles historiques de la ville d'Autun, notamment celles qui ont été cédées, merci Amélie, qui ont été léguées par la société Eduenne, mais également des dons, mais également des acquisitions. Et cette année, il y a quelques mois, nous avons fait l'acquisition de 2 nus académiques féminins de Louis Charlot, préparatoire pour un tableau du musée que nous avons. Et l'intérêt, c'est que nous avons également un lot de 10 esquisses qui nous renseignent sur l'œuvre de jeunesse du peintre autunois Louis Charlot, que vous connaissez. Et puis, nous sommes la collection publique de référence sur Eugène Froment de Lormel. Nous avons déjà une trentaine de carnets de dessins, et il se trouve qu'ils proviennent de la famille Marcelin, bien connue à Autun, et il se trouve que 27 carnets qui constituent la seconde moitié de la collection Marcelin étaient mis en vente, que nous les avons acquis pour un prix très raisonnable en vente aux enchères, que nous avons sollicité l'ADRAC pour la commission d'acquisition. Nous avons eu un avis favorable, que nous avons fait des demandes de subvention, puisque en tant que musée de France, nous sommes éligibles, que nous avons donc acquis pour l'un auprès de la commissaire priseur Brigitte Muller, commissaire de justice, c'est lot de Louis Charlot pour 798,60 €, et auprès de la salle des ventes de la Côte Basque à Saint-Jean-de-Luz, les carnets d'Eugène Froment de Lormel pour 3 720 €. Et donc, il est proposé, et là aussi, il faut délibérer, de les intégrer dans l'inventaire du panoptique d'Autun, musée Rollin, musée de France. Et alors, si je les montre à la caméra, on risque d'être censuré par Facebook. Donc, je fais passer discrètement un certain nombre d'esquisses qui représentent l'œuvre de Louis Charlot, et puis les esquisses d'Eugène Froment de Lormel que nous avons acquises et qui seront, pour l'une, les carnets conservés dans nos archives, notre centre d'études et de documentation, et pour les dessins de Louis Charlot, probablement, sans m'avancer, mais à la disposition d'une future exposition sur l'école autunoise de peinture dont nous avons l'envie depuis un certain temps et qui ne tardera pas un jour à devenir réalité. Vous avez le droit de feuilleter, mais pas devant la caméra. Enfin, je crois que maintenant Facebook censure un petit peu moins. Il y a quelques nus, effectivement, féminins que vous pourrez découvrir. Sur cette intégration à l'inventaire du panoptique de ces acquisitions, est-ce qu'il y a des questions,
S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Un certain nombre... on va revenir donc au rapport 16, merci. Alors le rapport 16, c'était pour la chapelle des Sept Dormants. Christine Mercier nous indique qu'en 23, j'avais une bonne mémoire, nous avions versé 15 000, en 24, 20 000, en 25, 20 000, et qu'on propose de rester sur 20 000 en 26 et de passer à 30 000 pour 27, c'est-à-dire l'année où il y aura l'événement. J'essaie de vous lire. Voilà. Ce qui était demandé, c'était le budget total. Et voilà, merci Christine. Le budget total en 2025, 140 000. Et en 2027, j'avais dit 200 000. Le budget prévisionnel pour 2027, c'est 170 000. Donc, à 30 000, nous sommes à peu près à 20%, c'est ça, en gros, de tête. À 50 000, monsieur le maire, je pense. À 50 000, oui, à 50 000, puisqu'on est sur 2 années. Donc, à 50 000, on est sur plutôt 35% de subventions ville. Il y a des subventions de la région également. Et sur les entrées, il y avait 2900 entrées en 25. Et donc probablement plus sur 27. Voilà. Donc un événement pointu, mais qui gagne d'année en année en importance. Avec, alors ça c'est la billetterie, mais ce qu'il faut savoir aussi, Gauthier le dirait mieux que moi, c'est que la volonté des organisateurs et des bénévoles, c'est aussi d'offrir des spectacles gratuits en ville et à Saint-Pantaléon et à la cathédrale. Et tous les sites ne donnent pas lieu à billetterie. Donc il y avait une envie de faire du spectacle vivant. Et avec les maisons de retraite, avec l'association des petits frères. Avec les petits frères des pauvres, avec les maisons de retraite. Voilà. Gratuite pour un certain nombre. Voilà. D'ailleurs, c'est une réflexion sur le développement de ce festival qui était purement de l'art graphique et de la sculpture au départ, et qui se développe sur davantage de parties spectacle vivant, ce qui coûte un peu, mais ce qui permet aussi à plus de monde de toucher d'être touché par cette programmation portée par des bénévoles. Et donc, on sera évidemment attentif à ce que notre soutien financier accru s'accompagne d'une dynamique en termes d'artistes présentés, de durée, je sais que c'est déjà le cas, de lieux, je sais que c'est déjà le cas puisqu'on est sollicité et malheureusement on ne peut pas répondre à toutes les demandes de lieux, et puis j'espère ensuite de public l'an prochain, en 2027. Je vous propose donc de passer au vote maintenant sur cette... que les éléments ont été fournis sur cette convention cadre qui propose donc 50 000 avec 26, 20 000 euros et 27, 30 000 euros. Donc on accompagne ce développement comme on le fait pour des associations qui prennent de l'ampleur. C'est un budget important, mais c'est aussi un rayonnement en termes artistiques. Et on pourrait parler aussi des retombées presse qui ont été significatives. Sur ce rapport, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et vous serez évidemment conviés aux événements et à l'inauguration de cette biennale en 2027. Avant de parler de l'été 2027, nous parlons de l'été 2026 et il vous est proposé, rapport 19, un certain nombre de conventions de partenariat dans le cadre de la saison estivale. Et donc, nous avons souhaité proposer de passer ces conventions dans une délibération qui permette de s'associer aux partenaires suivants. Madame Maria Manuela Couchet, une exposition autour du travail de cet artiste qui est actuellement au Jardin Lapidaire, jusqu'au 30 septembre, entrée libre. Et c'est tout à fait intéressant, cette artiste autunoise a son univers très particulier qui s'approprie le lieu, et on espère que son art, sa créativité permettra aussi à davantage de personnes de visiter le Jardin Lapidaire. Vous étiez déjà un certain nombre présents
lors du vernissage. La station fermière qui organise une dégustation de produits locaux à l'issue de la visite guidée balade gourmande. Et ça, c'est dans toute la saison touristique, de juillet à octobre. L'association humaniste Légion 8 Augusta qui organise une murder party au jardin lapidaire. Il me semble que c'est non pas une organisation de fête délictueux, mais un escape game, si j'ai compris. L'association diocésaine pour l'ouverture de l'évêché pendant les Journées du patrimoine, le Saint-Sacrement pour l'ouverture de la crypte Saint-Andoche pour les Journées du patrimoine, et les consorts Robin ainsi que Madame Gerbeau pour leur propriété des 22 et 24 rue de l'Arquebuse, dans le cadre de visites guidées lors des Journées du patrimoine, dont on rappelle qu'elles se tiendront le 19 et 20 septembre. Ces conventions de partenariat vous sont donc présentées en annexe avec les conditions tarifaires. Il y a des visites guidées payantes, je voulais le préciser, pour le jardin lapidaire, à 2 €. Excusez-moi, monsieur le maire, oui. juste une petite intervention. On me dit par message que sur Facebook, ça bug énormément et qu'on n'arrive pas à suivre. Est-ce que c'est la chaleur qui fait... Est-ce qu'on a sous-traité le... C'est les nus, je pense. C'est les nus, voilà. Est-ce qu'on a sous-traité la diffusion live à la SNCF? Est-ce qu'on ferait une légère pause pour se rafraîchir et on reprend le temps que Romuald regarde un peu? Je vous propose une pause fraîcheur, effectivement, comme pendant la Coupe du Monde. Tu as d'ailleurs un appareil extrêmement intéressant. Au début, je croyais que c'était un écouteur, mais non. Pause fraîcheur de 5 minutes. Alors, attendez, juste avant, pour pas rater, me dit Patrick Canet, je vous propose de voter le rapport 19, comme ça donc sur le rapport 19, on ne l'avait pas voté, c'est sur les différentes conventions. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, unanimité? Et nous reprenons dans 5 minutes, allez, 7 minutes à 20h30 pour le rapport numéro 20.